Alors, je vais vous demander de me permettre d'ouvrir ma réflexion par des considérations personnelles qui vont m'amener à commencer, en fait, par la fin. C'est une façon d'aller plus vite, mais vous n'échapperez pas au milieu. Alors, je travaille sur les écritures théâtrales jeunesse depuis presque 30 ans, depuis l'établissement de mon corpus de thèse, à un moment où on me disait « mais ah bon, vous réussissez à y trouver des choses intéressantes ?» Il se trouve que j'en ai fait le sujet de mon HDR et puis ensuite de toutes ces années de travail. Et j'en ai profité pour construire, c'est ce que vous voyez ici, le premier volume et puis le second, je vous le montrerai après. Donc, j'ai persisté à y trouver des choses intéressantes. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai commencé à me formuler, mais j'osais à peine le dire, que finalement, mon travail de recherche comme enseignante-chercheuse était pour moi, comme personne, beaucoup plus qu'un travail de recherche. Et alors, dans cette journée un peu spéciale où l'actualité nous rattrape, je dirais que c'est un domaine... Alors, je parlais de paroles vivantes. Moi, je suis aujourd'hui convaincue que ce travail sur cet immense répertoire, je l'ai évalué à peu près 1200 pièces, et c'est sans doute plus, en langue française, parfois traduite, mais généralement en langue française, de France ou d'ailleurs. Ce travail-là, eh bien, il m'aide à vivre. Donc finalement, prendre la succession de cette parole du conte vivante, je crois aussi que je peux témoigner du fait que travailler sur la parole théâtrale, qui est à la fois littérature et autre chose, un appel au corps, au spectacle, à la participation du public, c'est aussi quelque chose de profondément vivant. Alors, je disais que j'allais commencer par la fin. Je vais vous faire, en 30 minutes, je vais vous faire plonger jusqu'au cou. J'espère que vous n'allez pas vous noyer dans toute la richesse de ces écritures. J'ai eu du mal à faire des choix parce que, vous allez voir, c'est ma démonstration. La mémoire, toutes les questions relatives à la mémoire, pour moi, elles sont essentielles dans les écritures jeunesse théâtrales telles qu'elles se sont développées depuis les années 2000. Alors, donc, oui, pardon, j'oubliais, je veux aller tellement vite que j'oublie quelque chose. Ce que je veux essayer, c'est en ça que je commence par la fin, ce que je vais essayer de vous faire sentir, sans nécessairement le montrer, en vous citant des références d'articles, des références d'ouvrages. J'ai privilégié la plongée dans des œuvres, pour que vous arriviez à sentir ce qui s'y joue, de profondément ancré dans la question de la mémoire, et en essayant de vous montrer que la mémoire y est beaucoup moins une thématique qu'une façon de prendre la parole. Je le dirais comme ça. Alors, ma problématique est la suivante, vous la voyez. En quoi la mémoire n'est-elle pas seulement une thématique ? Alors, je vous présente rapidement les étapes de ma réflexion, sachant que j'ai enlevé des choses. J'ai enlevé, parce que j'avais vu le programme de ces 2 journées, j'ai enlevé presque complètement tout ce qui concerne le rapport au conte. J'aurais pu tout axer là-dessus, mais il fallait faire des choix. J'ai beaucoup enlevé aussi ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Je le citerai à un moment, mais j'aurais pu le développer beaucoup plus. Je suis allée vers des choses peut-être moins évidentes que j'avais envie d'approfondir. Et puis, toute la partie plus réflexive, je vous la présenterai en conclusion, parce que je sais que de toute façon, je n'aurai pas le temps de le développer. Alors, la première chose, c'est la mémoire dans la nomination des personnages. Je me suis posé la question, est-ce qu'il existe des pièces jeunesse dans lesquelles on trouverait un personnage qui porte un nom très lié à la question de la mémoire, qui s'appellerait Mémoire ou quelque chose comme ça. J'en ai trouvé une très intéressante. Si vous ne la connaissez pas, vous avez de la chance. Lisez-la, Mange-moi, qui est une pièce de Nathalie Papin, qui est un des grands auteurs de théâtre jeunesse et de théâtre. Et donc, dans cette pièce, qui date de 99, la mémoire est liée à la dévoration. Ça fait écho à quelque chose que nous venons d'entendre. Voici ce que dit déjà Nathalie Papin par rapport à elle-même, puisque le répertoire de théâtre jeunesse est aussi l'ensemble des aventures personnelles qui font que des adultes mûrs, vaccinés, continuent, enfin, ou se mettent à s'adresser aux jeunes et persistent. Nathalie Papin fait partie des auteurs qui persistent depuis longtemps.
Voici donc ce qu'elle écrit. « Mange-moi, je l'ai écrit il y a longtemps. Je l'ai lancé comme une barque ou un bateau, mais il me revient toujours. Pourtant, c'était il y a très longtemps. J'ai un drôle de lien avec ce texte. Il me rattrape tout le temps. » Et donc, dans cette pièce, il y a d'abord une partie qui s'intitule « La mémoire », qui est située en plein milieu de la pièce. Et la liste de personnages est la suivante. Vous la voyez. Il y a le mangeur de mémoire. Et ce mangeur de mémoire, alors évidemment pour chaque pièce, je ne pourrais pas tout vous raconter, tout vous expliquer, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais ce mangeur de mémoire, en fait, il mange la mémoire pourrie. Je vous invite à aller découvrir cette pièce. Un autre auteur qui persiste et une autre relation à la mémoire, dans les procédés en quelque sorte. Je me suis demandé quelles étaient les formes de la mémoire comme souvenir dans les personnages. Et ça fonde quelque chose en théâtre qui est très important, qu'on appelle le monodrame, c'est-à-dire lorsqu'on a des pièces dans lesquelles nous rentrons en fait dans la tête d'un ou de plusieurs personnages, et ce qu'on verra sur scène, c'est ce qui se déroule fantasmatiquement à l'intérieur de ce personnage. Donc cet auteur, c'est Philippe Daurin, qui est aussi un des grands auteurs de théâtre contemporain pour la jeunesse. Et il a écrit une pièce qui s'intitule « Un œil jeté par la fenêtre ». Donc tout ça, c'est à l'École des loisirs. Vous reconnaissez peut-être la collection. Voici le propos. C'est apparemment compliqué, mais en fait, c'est d'une simplicité limpide quand on la lit et quand on la voit. Elle se révèle être le souvenir d'une jeune fille que lui a gardée du jour où, brièvement, il l'a vue depuis sa fenêtre. Elle, donc la majuscule, ça indique que c'est le nom du personnage, elle va alors se rappeler à lui, malgré la mère de lui, qui semble avoir pour objectif de le distraire de lui-même et accessoirement de ses souvenirs, tandis qu'il écrit à sa table d'adulte. C'est le propos de la pièce. Et voici le début. Le tout début de la pièce, l'incipit de la pièce. Deux yeux immobiles dans le noir, deux bras nus apparaissent, deux mains qui semblent chercher quelque chose, un doigt qui se tend. La voix « Vous » elle entre. Elle « Qui, moi » La voix « Qui voulez-vous d'autre » Approchez. Elle traverse, les deux mains l'inspectent des pieds à la tête. Ça devrait être en italique. Ah non, je n'ai rien dit. La voix, vous n'avez vraiment rien de formidable. Elle, ah. Alors pareil, c'est une pièce, quand on connaît Philippe Daurin, c'est quelqu'un d'extrêmement malin qui construit des intrigues, comme je disais, à la fois très complexes et très simples. Et c'est une pièce extraordinaire sur le souvenir. Une autre parole, un autre auteur majeur dans le théâtre en direction des jeunes, c'est Suzanne Lebeau, que vous connaissez peut-être, qui est à l'heure actuelle l'auteur jeunesse et jeune public pour les productions. Quand je dis jeunesse, je parle des publications, et jeune public, les productions. C'est un des auteurs majeurs, les plus joués, les plus montés. Elle a même été traduite en basque. Donc pour une autrice née au Québec, c'est quand même un peu unique. Et donc, Suzanne Lebeau, à chaque fois, je vous ai mis la photo parce que j'ai essayé de trouver des photos qui disent quelque chose de ces auteurs, parce que la littérature, elle est vivante aussi parce qu'il y a le dialogue entre nous qui les lisons et les auteurs qui les ont créés. La pièce a une particularité, il n'y en a pas beaucoup comme ça, il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas beaucoup. La pièce, et c'est là où c'est un monodrame, la pièce est découpée en 20 souvenirs. Je vous en ai mis quelques-uns, et c'est ce qu'on appelle de l'épique au théâtre, quand le théâtre, la théâtralité est dans le récit. C'est comme quand en formation, j'enlève les genres des extraits que je prends. Si je donne ça à lire, on va me dire que c'est les titres de chapitres d'un roman. Or, c'est une pièce de théâtre. Donc, le jour de ma naissance, les cloches n'ont pas sonné, le divin sourire de ma mère, être le 6e d'une famille de 8, la vie de tous les jours. J'aime bien d'ailleurs, comme exercice, proposer d'inventer, c'est Pierre Bayard, inventer la pièce, se la raconter avant de la lire, en se servant des titres des différentes parties. Autre chose aussi intéressant, lié au souvenir, c'est ce que j'appelle les seuils didascaliques. Ça met en jeu des tas de questions théoriques que je ne vais pas beaucoup soulever, mais je vais vous prouver par l'exemple
que le texte didascalique, c'est-à-dire ce qui n'est pas la parole supposée des personnages, est partie, comme le disait Coltès, est partie intégrante de l'écriture de la pièce, et toute l'écriture du théâtre contemporain, en tout cas l'écriture du théâtre contemporain que j'aime, c'est une écriture poétique. Et donc, la présentation des personnages, ça fait partie du texte. Personnages, des personnages sans âge, qui vivent en vase clos, prisonniers d'un temps rigide, calculé au grain de sable. Lieu, une chambre puisqu'il y a des lits, trop courts, trop étroits, comme si les enfants avaient grandi, vieilli, et que leur environnement, leur mobilier et leurs vêtements n'avaient pas changé. Une fenêtre, la porte du dehors, et derrière cette porte, le monde. Ça, c'est Souliers de sable, une fable initiatique sur la découverte du monde et de la vie d'un enfant qui envoie promener l'excessive peur de sa sœur et qui va rentrer dans le monde. Mais c'est plus compliqué que ça, là je simplifie. Un autre procédé intéressant, c'est ce que j'appelle le personnage souvenir. Lorsqu'on a sur la scène, vous le voyez dans la présentation du personnage, un personnage qui est, alors on connaît ça depuis Shakespeare et Hamlet, un personnage qui en fait est un mort. Donc on a sur la scène, on est censé avoir sur la scène un personnage mort. Donc là, le souvenir s'incarne et devient personnage. Ça, c'est une pièce de Françoise Duchazelle, Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre. Ça peut même aller plus loin, ça c'est une pièce très récente d'une plus jeune autrice, Sabine Revillet, qui a, alors j'ai appelé ça le clone du personnage souvenir. Regardez la liste de personnages, puis vous allez deviner. Angie, ou Anguille, je ne sais pas comment il faut le prononcer, 9 ans. Jérémie, 12 ans. Garance, la mère. Damien, le père. Jacques, le grand-père. Puis Jacques, le fantôme. Mais ensuite, toute l'histoire, c'est comment la famille, ne se décidant pas à accepter que le grand-père soit mort, va se louer les services d'un robot qui aura pris l'allure du grand-père. Alors, je ne vous raconte pas la suite parce que c'est savoureux, ça a un côté drôlatique et en même temps, c'est finalement assez sombre sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre société. Donc, on a aussi Jacques le robot. Donc, on a un détriplement du même personnage. Il y a une pièce également, et c'est en relation, où il est question de la mémoire informatique. Il y a une forme de théâtralisation du rapport à la mémoire. C'est une pièce de Sarah Carré, Screens. On a tout un entremêlement de voix, y compris les voix du téléphone. Et dans cette pièce, en fait, le père, en ayant assez de voir son jeune tout le temps sur son écran, a tout effacé. Et ça provoque la fugue du fils. Et c'est tout ce dialogue très complexe entre le père et le fils, parce que la mémoire a été effacée sur le téléphone. Mais c'est évidemment une réflexion sur la mémoire qui va au-delà du seul téléphone. Troisième partie, la mémoire comme rapport au temps dans la quête. Dans les contes comme dans la littérature jeunesse, la quête est une forme et une dynamique est assez présente. C'est pareil dans les écritures théâtrales jeunesse. Et alors de ce point de vue-là, il y a une pièce vraiment emblématique, là aussi d'un des grands auteurs actuels de théâtre et de théâtre jeunesse, Sylvain Levet, dont vous voyez le visage, et il est tel que son visage. Et cette pièce s'intitule « Alice pour le moment ». Je vous lis simplement le début de la pièce, enfin une partie du début de la pièce. Je marchais dans le sens inverse, au sens du matin. Je marchais sur le chemin, celui que je prenais 2 fois par jour, 5 fois par semaine depuis 4 mois. Je marchais sur le chemin dans le sens contraire, au sens du vent. Je marchais ce jour-là, comme tous les autres jours, tête baissée, emmitouflée, camouflée dans une vieille veste parka militaire, beaucoup trop grande pour moi, beaucoup trop verte pour moi, qui aimait tant le jaune, celui des tournesols, celui des pissenlits. Le père, moi j'aime le jaune des coquelicots. Alice aurait pu dire mon père. Si je vous ai pris ce passage, c'est aussi pour vous montrer que la mémoire, elle est en jeu dans la façon dont la pièce est structurée. Là, le récit est porté, ça fait écho à quelque chose qu'on a entendu tout à l'heure,
il y a beaucoup de pièces dans lesquelles les jeunes ou les vieux redevenus jeunes ou les jeunes devenus vieux prennent la parole et sont le moteur de la parole. Donc là, on a un mélange entre le récit par Alice plus âgée, elle-même devenue maman, et ce qui s'est passé quand elle était enfant. Et tout ça se mélange, ça demande un bon metteur en scène, mais c'est passionnant. Et du coup, ce à quoi ça aboutit lorsqu'on s'interroge sur ce que ça peut représenter, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il y a derrière tout ça une quête d'identité vraiment très, très présente. La quête, c'est la quête de l'identité. Et dans Alice, ça donne ceci, et c'est intéressant par rapport au titre. Parfois, il surprend Alice pour le moment. En fait, il y a un passage de la pièce que je vous ai mis là qui explique la chose. Je m'appelle Alice, Alice pour le moment, parce qu'il fallait bien décider d'un prénom à notre arrivée ici. Et Gabin, son amoureux du moment, Alice, c'est pas si mal. Alice, Alice pour le moment. Gabin, Alice, je ne connais pas des Alice qui sont des actrices ou je ne sais pas, des filles de dessin animé ou des choses comme ça. T'en connais, toi, des autres Alice qui sont célèbres ou qui ont trop la classe? Et en fait, ce qui se joue là, c'est parce que la famille d'Alice est une famille sans argent qui a des dettes, beaucoup de dettes, une vieille voiture qui va finir par exploser, et la famille est sans cesse en train de partir pour fuir ceux qui leur réclament leur dû, et pourra essayer de trouver de quoi subsister. Et cette Alice, elle va devoir quitter son Gabin, son premier amoureux, qui lui parle de son creux poplité, et parce qu'il faut qu'elle suive sa famille, et c'est tout ce récit-là. C'est une pièce extraordinaire, vraiment une très très belle pièce. Un autre auteur qui, alors là, lui aussi, chez lui, alors plus encore que chez Sylvain Levet, c'est vraiment complètement fondateur. Vous le reconnaissez peut-être, c'est Joël Joanneau, qui est un des grands metteurs en scène du théâtre moderne et contemporain, et dont je pense que le théâtre jeunesse est supérieur à ce qu'il a fait. C'est toujours un peu difficile de dire ça, mais je crois quand même que sa grande œuvre, elle est dans ses pièces jeunesse, et l'ensemble des pièces constitue une sorte de tout. Alors, il y a une pièce de lui qui est vraiment, mais complètement centrée sur la construction de soi en retrouvant la mémoire et qui permet de perdre son handicap. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est trop complexe, mais juste regardez la liste de personnages. Plume, Babel, Éclipse, c'est elle l'héroïne, avec un K, une des lettres fétiches de Joël Joanneau, le roi et Némox. Et l'histoire, c'est donc comment Éclipse va, en retrouvant la mémoire, perdre son handicap, et retrouver la mémoire, c'est trouver les mots. Donc c'est une pièce absolument... Enfin, je le dis beaucoup, là, mais je vais essayer de ne pas le faire autant, mais c'est vraiment une très, très belle pièce. C'est pas toujours facile, Joanneau. Moi, j'ai vu mes étudiants parfois avoir un petit peu de mal, parce qu'on peut se perdre, mais quand on a compris quelle était l'ossature, le squelette de ces pièces, cette quête de soi, il vient d'un milieu très très pauvre. Aujourd'hui, on dirait transfuge de classe, mais je crois qu'on n'a pas besoin de cette notion, et ça existe depuis très très longtemps. Et son rapport à la langue et aux mots et au rythme, à la langue dans sa vie, est vraiment quelque chose de complètement fondateur de ce qu'il a écrit. Un autre exemple, toujours Nathalie Papin, enfin à nouveau Nathalie Papin, une de ses pièces les plus connues, Debout. Voici le début, le tout début. Enfin, il y a le texte didascalique juste avant qui présente les personnages, et puis ceci. Le fossoyeur découvre l'enfant allongé dans le fond du trou. Victor, qu'est-ce que tu fais là? L'enfant, j'essaye de mourir. Victor, tu n'as pas l'air de bien y arriver. Donc ça donne le ton de cette histoire. C'est une longue quête de la mère. Je vous montre le passage suivant, je ne vais pas tout vous lire parce que je regarde l'heure. Il est maltraité par sa mère qui lui met des torgnoles, qui lui fait des pâtes infectes tous les jours et qui en plus s'en va, le laisse tout seul. Et Victor le rassure en lui disant « Mais ça se répare, il n'y a rien de plus résistant qu'un os, j'en sais quelque chose. S'il y a une âme ou quelque chose comme ça, on doit le trouver dans les os. C'est pas pour rien qu'on a brûlé des tas de gens pour les éliminer jusqu'à l'âme. Les gens font la moue quand ils voient un squelette
ou un bout de tibia. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. En tout cas, toi, t'es un beau squelette. L'enfant, mes questions sont inutiles. Victor, pose-les à tout le monde. Et l'enfant se met à interpeller le monde entier, les animaux, pour essayer de savoir comment il peut changer de mère et comment sa mère peut changer. Et il va partir dans sa quête de ses mères. Et ça se finit de cette façon-là. Victor au bord de la mort, que retrouve donc Debout, qui a suivi ce long chemin. Si je comprends bien, t'as pas trouvé ce que tu n'auras jamais, mais à force de chercher, t'as trouvé mieux que ce qui te manque. Debout réfléchit. Oui, c'est exactement ça. Sauf que moi, je le dirais autrement. Ça, je peux vous dire que de la part de Nathalie Papin, cette phrase, si je comprends bien, t'as pas trouvé ce que tu n'auras jamais, mais à force de chercher, t'as trouvé mieux que ce qui te manque. Quand en plus, alors je le dis parce qu'elle ne le cache pas, mais il y a quelque chose de très très autobiographique dans tout ça. Voilà, pour ne pas aller plus loin. Et ça se sent. Autre quête de soi, la mémoire comme héritage génétique. Là, on retrouve Suzanne Lebeau, parce que les chromosomes, c'est la mémoire du corps. Et donc, toute la pièce Le Grelet est centrée sur cette question-là. Comment se libérer? Ça a une relation avec tout ce qui précède. Et là aussi, on retrouve un découpage de type romanesque, vous le voyez à l'écran, je ne vais pas vous lire tout ça. C'est l'histoire d'un petit enfant d'ogre, dont la mère n'est pas une ogresse, d'un mariage mixte entre une ogresse, un ogre et une humaine, normale, entre guillemets. Et donc, le problème, c'est que l'enfant, la mère a protégé l'enfant, elle l'a rendu végétarien, elle lui a évité toutes les tentations, mais malgré tout, c'est plus fort que lui, ça vient. Et il va à l'école, et à l'école, il y a la cantine. Voilà. Et donc, comment faire pour que l'enfant ne devienne pas un ogre? Alors, je ne vous raconte pas, ça marche, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est une histoire vraiment très, très emblématique de la relation à ce qui pèse sur nous dans la mémoire de nos gènes. Aussi, une autre question par rapport à la mémoire et à la prédestination, c'est la question de la relation au monde. Et là, je vous cite une pièce très particulière, c'est très surréaliste, quelqu'un qui s'appelle Claire Rangade. J'ai choisi une photo d'elle parce qu'elle fait des performances. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont aussi comédiens, et elle est plus que comédienne, performeuse, et elle participe à des spectacles musicaux, beaucoup. Et donc là, l'image le montre bien. Et donc, elle a créé ce mot bugation, le titre de la pièce, à partir d'un mot d'un enfant. C'est elle qui me l'a raconté. Donc, et cette pièce raconte, le mot n'est pas juste, met en scène la manière dont la parole peut refaire le monde. Voilà. Et il n'y a pas de ponctuation, et ça donne des choses comme « On vide le sablier complètement, d'où on vient, c'est tremblant, le passé, c'est très court, la mémoire, c'est des ruines, ruines, ruines. On est dans la voie de disparition, les montagnes, on tombe dedans et ça se referme. » Donc ça dit bien de quoi il est question. Diapositive suivante. Je ne savais pas qu'il serait dans la salle, je ne l'ai pas fait exprès, mais il est là, Laurent Contamin, pour tout ce qui touche aux troubles de la mémoire. Donc c'est une pièce qui a été écrite en résidence à l'Institut de neurobiologie à Saclay par rapport aux neurosciences. Enfin, je voulais le mentionner parce que ça fait écho. C'est sûr que ces questions-là travaillent les auteurs. Et donc, cette pièce traite des interactions de la mémoire avec l'affectif. Donc, on a un père, vous avez vu le titre, Tête de linotte. Donc, il y a un jeu de mots sur l'expression dans son sens figuré. Et puis, ça va être pris au sens propre, comme c'est fréquent dans la poésie et dans le théâtre. Et cet enfant qui oublie tout. Les seules choses qu'elle n'oublie pas, c'est tout ce qui concerne les oiseaux. Et donc, c'est la relation à son père et la relation à l'oubli et à la construction d'elle-même au travers de ce qui peut apparaître comme une forme de maladie. Alors, ensuite, il y a, donc, je disais que je le traiterai peu, il y a beaucoup de pièces sur la maladie d'Alzheimer, c'est même presque devenu un peu problématique parce que par moments, on a l'impression qu'il faut traiter de la maladie d'Alzheimer. Alors,
Peut-être que si ça me touche, je trouverai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que voilà, tout n'est pas nécessairement très bon dans ce qui peut se faire dans ce domaine-là. C'est une thématique, hein, moi j'ai utilisé dans les 2 volumes que je vous ai montrés, c'est des analyses dramaturgiques de presque 250 pièces, et évidemment j'en ai eu beaucoup plus. J'ai répertorié les thématiques, même si c'est pas facile, hein. Un index thématique c'est difficile à faire, mais j'ai vu apparaître entre le premier volume 2006 et le deuxième 2012, il y a énormément de pièces dans dans l'index thématique de 2012, de pièces traitant de la maladie d'Alzheimer. J'ai mis la référence, là, contrairement à ce que je vous ai dit, comme je ne le développe pas, je vous renvoie à un article que j'ai écrit là-dessus qui m'a pris beaucoup de temps, où j'ai essayé de théoriser ce que j'appelle le couple générationnel et le double générationnel. Le couple, c'est grands-parents, petits-enfants, souvent avec d'ailleurs la génération intermédiaire qui disparaît et qui est parfois sévèrement traitée. Et ça dit des choses du monde actuel et des questions de transmission entre générations. Et puis donc le double générationnel, c'est lorsque, comme dans la pièce que je vous montre là, lorsque le rapport entre le vieillard ou la personne âgée, et là c'est une femme, ça n'est pas un homme. Ce matin on disait plutôt des hommes, là c'est une femme, dans Blanche. Eh bien lorsque le couple personne âgée, enfant, finit par fonctionner dans la dramaturgie de la pièce. Et donc là, pour le metteur en scène, c'est très complexe à rendre. Il faut qu'on en arrive à se dire que ça peut être la même personne. Donc il y a une phrase, alors je l'ai notée parce que parfois je me trompe, une phrase de Philippe Dorin dans une pièce qui traite de ça, qui met en scène une vieille dame et une petite fille. Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu. Et en exergue, il a mis cette phrase qu'il a écrite, qui n'est pas une citation. Tous les enfants sont à l'intérieur d'une vieille personne, mais ils ne le savent pas encore. C'est pas tous les vieillards sont à l'intérieur d'un enfant. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est tous les enfants sont à l'intérieur d'une vieille personne, mais ils ne le savent pas encore. Et Blanche est une pièce très difficile à monter, mais absolument remarquable, avec Melchior est là aussi un des très grands auteurs actuels. Et à la fois ombre et lumière, comme je le dis sans le dire dans la photo de lui que j'ai choisie. C'est une pièce à la fois noire et très lumineuse. Et les relations, et là on est dans le cas de figure de ce que je disais, la mère, entre la grand-mère et la petite fille, la mère est un personnage un peu infect. Voilà, qui se débarrasse de sa mère, qui est gênante, qui n'est... Enfin, moi, ça me touche parce que ça me rappelle des souvenirs personnels, des relations de ma mère avec sa mère. Et donc, c'est vraiment une pièce très, très belle, très forte. Parfois, la maladie d'Alzheimer, j'ai choisi ce petit exemple, et après, je m'arrêterai sur la question de cette maladie. Une pièce intéressante, donc d'un auteur plus jeune, Philippe Gautier, parce que dans cette pièce, on a un personnage, une vieille dame atteinte de maladie d'Alzheimer, et dans la symbolique de la pièce, il y a quelque chose qui met en relation la maladie d'Alzheimer avec l'arbre. L'arbre comme inscrit dans la terre, donc c'est la stabilité, et cette stabilité qui s'en va vers l'idéal, vers le ciel, et la relation entre la maladie et l'arbre y est traitée d'une manière extrêmement poétique, très fine et intéressante. Alors après, c'était ça ma question ce matin, quand je posais la question sur le viol. Et il y a un certain nombre de pièces jeunesse sur la question de la relation à l'inceste et au viol. Et celle que je mets en avant, parce que je crois que c'est celle qui prend la question le plus à bras-le-corps, c'est à nouveau de Suzanne Lebeau. Elle a gardé cette pièce dans ses tiroirs pendant des années. Elle n'arrivait pas... Ça n'est pas autobiographique, hein, mais c'est une thématique, elle, comme mère, comme grand-mère, qui lui faisait peur, qu'elle n'arrivait pas à traiter, enfin, elle n'arrivait pas à accepter l'idée qu'elle puisse publier cette pièce, parce qu'elle avait peur des effets possibles, enfin, c'est sûrement complexe à l'intérieur d'elle, en tout cas, voilà, elle a mis 30 ans à la publier, et parce que l'éditrice, la directrice de la collection, Françoise Duchazelle, l'a convaincue de la publier. Petite fille dans le noir, je vous lis les petites indications didascaliques au début. L'espace. L'espace est divisé en 3. Les 3 âges de Marie à 8, 15 et 35 ans. Les 3 univers sont complètement indépendants, même si quelque chose les relie entre eux. La lumière,
peut-être. Bien éclairée chez Marie, 35 ans, jamais de noir, excepté à la toute fin, quand Marie éteint elle-même. Plus sombre, d'une lumière moins franche, chez Marie, 15 ans. Sombre, chez Marie, 8 ans. Comme si le souvenir s'estompait au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans la mémoire. Quand parfois des théoriciens trouvent que ces textes didascaliques ne sont pas du texte, j'ai du mal à comprendre comment on peut affirmer ça. Si on n'a pas lu ces textes, et si on va tout de suite au dialogue, on va passer à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas de respecter l'auteur, il s'agit de rentrer dans une œuvre fictive, fictionnalisante, et de l'ingérer, de l'avaler. Une autre thématique concernant la mémoire, c'est mémoire et exil. Et là aussi, j'ai choisi la pièce qui, pour moi, est vraiment emblématique. À nouveau, Sylvain Levet, Sans culotte et sans papier, une pièce très déstabilisante dans sa forme. Vous tapez le titre de la pièce, vous allez chercher sur le site des éditions théâtrales, vous trouverez plein de choses et plein d'activités. Moi, j'ai beaucoup travaillé cette pièce avec mes étudiants. C'est une pièce extraordinaire. Une parole qui n'est pas originée, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas à qui c'est adressé. Ça se présente comme une sorte d'enquête. Je vous lis le tout début. Ça lui est venu, si on avait le temps, je vous ferai réagir là-dessus, ça lui est venu en entendant parler des habits qui restent derrière le bus qui vient de laisser partir dans la fourgonnette de la gendarmerie un enfant d'origine étrangère qu'on renvoie dans son pays, entre guillemets. Voilà, ça lui est venu comme ça. Et il a écrit cette pièce en écrivant des fragments qu'il a suspendus à un fil avec des passes à linge, puis il a construit ce qu'on appelle un montage, comme en cinéma. Et donc, c'est plein de bouts hétérogènes avec une dimension qui devient épique dans le sens mythique. Ça devient presque du Victor Hugo. Voilà, enfin, il y a des références à Victor Hugo. C'est vraiment tout un mouvement dans la parole. Et ça commence comme ça. Quel drôle de petit militaire peut porter cette veste US Army, taille 34. Le soldat première classe s'appelle Clémence. Non, d'ailleurs, c'est pas comme ça. Le soldat première classe s'appelle Clémence. Clémence. Quel drôle de prénom pour celle qui porte une arme. Si je me suis repris, c'est parce que, vous le voyez, j'ai reproduit exactement la manière, ce que j'appelle le cotex, c'est-à-dire comment le noir de l'écriture est mis en page. Hein, et c'est de l'écriture poétique. Enfin, là, si je vous le donnais sans vous dire que c'est du théâtre, vous diriez poésie. Hein. Regardez la suite, je ne vais pas tout vous lire, et ça met en route une sorte d'enquête. C'est une pièce vraiment très difficile à monter, qui peut être mal montée, comme disait Vinaver. Là, ce qu'il faut, c'est pas de la mise en trop, c'est pas de la mise en scène mise en trop, c'est la parole. Moi, je la vois en lecture, au pupitre ou à la table, mais la mise en scène est très complexe. Parce que du coup, ça devient de l'anecdote et ça prive la pièce de toute sa portée épique. Cinquième partie, la mémoire de l'histoire avec sa grande H, comme disait Prévert. Donc il y a pas mal de pièces qui traitent de la Shoah. Je vais en mettre en avant quelques-unes. Celle-ci de Stanislas Coton, qui à ma connaissance est la seule qui aille jusqu'au bout de ce qui est un vrai problème. Comment représenter l'irreprésentable. Bon, vous connaissez le débat sur ces questions-là, sans aucun doute, et le théâtre démultiplie. La possibilité de la mise en scène démultiplie le questionnement, bien évidemment. Et donc, dans cette pièce, Coronero, je vous ai mis une image d'une mise en scène, parce que vous allez voir, ça va faire écho à autre chose que je vais vous montrer, et parce que ça me semble très révélateur de la pièce. Il raconte, il va jusqu'au bout de la difficulté de la chose et il fait raconter la chambre à gaz. C'est le seul cas que je connaisse, et je ne crois pas qu'en littérature jeunesse, je ne suis pas une spécialiste de littérature jeunesse en dehors du théâtre, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont jusque-là? Oui, vous diriez oui. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, en théâtre, ça je peux l'affirmer,
En littérature jeunesse hors théâtre, je ne le sais pas, mais peut-être que vous pourrez intervenir là-dessus après. Mais en théâtre, pour moi, c'est la seule, ou il faudrait peut-être que je revérifie, mais en tout cas, c'est une des rares qui a jusque-là, si loin. Hein. Alors, je vous en montre une autre qui, pour moi, est un bijou. C'est une pièce, d'ailleurs, je le montre avec les 2 reproductions de couverture que vous voyez. C'est une pièce qui n'a pas été publiée en collection jeunesse du tout au début, pas du tout. Liliane Atlan, qui aujourd'hui est oubliée, a été un des très grands auteurs, très connus en poésie et en théâtre. Elle a été montée énormément, traduite, jouée un peu partout dans le monde. Elle était d'origine israélienne et elle était juive. Et ce que je voulais dire, c'est donc que c'est la directrice de la collection de l'École des loisirs, la collection théâtre, qui a décidé de republier la pièce en collection jeunesse. Moi, c'est une pièce que j'adore, que je trouve vraiment fabuleuse. C'est tiré d'une histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire du docteur Korjak, qui est assez célèbre, qui était un pédagogue qui a lui-même mis en pratique ce en quoi il croyait. Il est à l'origine de la formulation des droits des enfants. Donc c'est un homme fabuleux. Et donc cette pièce, Monsieur Fugue, qui a été créée à Saint-Étienne en 67 par Roland Monod, qui était un des grands metteurs en scène de l'époque. On voit bien le dispositif. D'ailleurs, c'est très intéressant. Ça se passe à l'arrière du camion. C'est ce que vous voyez dans l'image de gauche. On voit les ridelles de la benne et ce qui est la cabine devant. Et donc ça raconte l'histoire d'un soldat allemand qui va décider de quitter l'avant du camion pour aller à l'arrière avec les enfants, qu'on emmène au Val Pourri, c'est le nom qu'elle a choisi pour le camp de concentration où on va les tuer. Et donc, la pièce raconte, et c'est une forme de métathéâtre, mais pas du métathéâtre pour faire du métathéâtre, ça raconte comment cet Allemand va amener les enfants à rêver et à jouer la vie qu'ils n'auront pas. Je redis, il leur fait inventer, imaginer, inventer et jouer la vie qu'ils n'auront pas. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et lui sait qu'ils vont mourir. C'est une pièce extraordinaire. Et là où je veux montrer quelque chose de très fort, c'est que ça n'est pas une question de thématique. C'est une pièce extrêmement noire, et il y en a beaucoup dans les écritures théâtrales jeunesse. On m'a beaucoup interpellé là-dessus quand j'ai publié mon premier livre. Mais comment se fait-il ? Il y a beaucoup de pièces sombres, la guerre est très présente, la mort, la maladie, etc. Mais quand on lit cette pièce, on est dans une écriture qui porte le rapport à la vie, qui porte le rapport à la joie de vivre, même dans une situation comme ça, parce que la langue est une langue mais extrêmement travaillée, très belle, qui nous emporte. Et ce n'est pas de la morale, ça n'est pas un message, c'est la langue elle-même qui dit la force de vie. Donc non seulement la force de vie, elle est dite dans le récit, mais elle est dite dans l'écriture. Et ça, moi, ça me paraît vraiment capital dans l'adresse à la jeunesse, mais capital pour l'adulte qui lit ça. Je vais vous dire qu'en ce moment, ça me fait du bien. Et j'ai mis du temps avant de me le formuler. Aujourd'hui, j'en suis convaincue. Ça fait du bien à l'adulte de sentir ce rapport à la joie, même dans le pire de la noirceur humaine. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a une autre pièce, là aussi très très belle. C'est son chef-d'œuvre, c'est indéniable. Donc, quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais je n'en suis pas sûre, Jean-Pierre Canet. Et donc, c'est une pièce qui s'intitule La Petite Danube. Il n'est pas juif, il n'est pas directement concerné par la situation. Regardez la citation de Bonnefoy qu'il a mise en exergue. Écrire une violence, mais pour la paix qui a saveur d'eau pure, qui était vraiment une très belle phrase. Quelque part au pied des Carpates, dans une éternité d'enfance et de guerre. Là, le metteur en scène, il faut qu'il soit inventif. Anna, la mère, le père, la voix d'un Rome. Par un temps de rouille, on entend passer les trains, un violon quelquefois. Et Anna raconte, je ne vais pas tout lire parce que ça va prendre trop de temps, Anna adulte raconte Anna enfant, avec des parents à côté d'un camp de concentration, qui n'ont pas compris grand-chose à ce qui s'y passe, puis qui ne veulent pas savoir. Et un jour, un prisonnier qui s'est évadé atterrit dans le jardin de la famille, et l'enfant, Anna, trouve la veste. Et de la veste, elle fait son doudou.
Et un jour, excusez-moi, mais c'est un récit qui est touchant, j'en ai la gorge qui se noue. Un jour, elle se retrouve en face du prisonnier. Et puis peu à peu, elle va s'éloigner et l'enfant, devenant adulte, s'éloigne de la lâcheté, de la couardise et de la bêtise de ses parents. C'est en même temps très drôle, il y a des passages vraiment savoureux où le père ne sait plus avec quel bras il doit faire le signe hitlérien. Enfin, il y a des choses comme ça assez drôles et en même temps, c'est poignant. Et donc, dans cette pièce, on retrouve l'idée que le récit dédouble les personnages, que la mémoire est inscrite dans la dramaturgie elle-même, dans la construction de la pièce, puisque c'est l'enfant adulte, à 1 ou 2 âges différents, qui raconte, et ça se passe sur la scène. Ce qui est raconté se passe sur la scène. Cette pièce, elle a été montée par quelqu'un que nous connaissons bien en théâtre jeunesse et jeune public, Jean-Claude Gall, au Pélican, et des images de sa mise en scène ont été reprises dans le volume même, aux éditions théâtrales. Puis je vais finir cette partie-là avec quelqu'un que vous connaissez sans doute, Jean-Claude Grimbert, Le Petit Chaperon Ouf, qui est une pièce très très connue, qui est lui, il est complètement travaillé depuis toujours, parce que c'est autobiographique, par cette question, comme Pérec, c'est le même cheminement. Un jour, sa mère n'est pas revenue, et il vit sur la disparition de sa mère. Et moi, j'ai émis l'hypothèse dans un article que ces pièces généralement ne se finissent pas. C'est très étonnant. Et c'est ce que j'ai appelé l'esquive des fins. Il y a du mal à finir. Alors c'est peut-être de la psychologie un peu au rabais, mais en termes de dramaturgie, je crois quand même que ça dit quelque chose. Et puis une autre thématique, et j'en arrive après à ma conclusion, une autre thématique des plus noires. Moi, comme grand-mère, c'est quelque chose qui continue à me paraître... aujourd'hui, plus rien ne nous paraît le summum de l'horreur. En tout cas, les enfants soldats. Suzanne Lebeau, elle a fait un travail à la Zola, elle est allée en Afrique, rencontrer des enfants soldats par le biais d'un ancien enfant soldat dont sa compagnie, le Carrousel à Montréal, a exposé les œuvres, parce que ce jeune qui était enfant soldat s'en est sorti par la création, il est devenu sculpteur. Donc c'est comme ça qu'elle est partie, elle, en Afrique, jusqu'à mettre sa vie en danger, d'ailleurs. Et puis elle a inventé une histoire. Je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer, pour illustrer quelque chose que nous avons entendu ce matin, je ne sais plus exactement à quel moment, dans des phases de début de travail de la compagnie de Suzanne Lebeau et de son mari Gervais Gaudreau, pardon. Donc, dans une phase de travail de la compagnie, donc dans la banlieue de Grenoble, à l'Hexagone, à Mélan, pour être précise, il y avait une présentation en leur présence devant des adultes enseignants et des classes de 4e, 3e. Il y avait une présentation d'une étape de travail. Et une collègue enseignante s'est levée, visiblement dévastée par ce qu'elle venait de voir et d'entendre. Elle ne connaissait pas le texte, en disant « Mais enfin, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas pouvoir emmener mes classes voir ce spectacle. Je ne peux pas faire lire ça. » Moi, dans mon travail d'organisation de comité de lecture avec des enseignants, une année, on a choisi cette pièce. On a eu exactement la même chose dans notre équipe. Une enseignante nous a dit « Mais c'est pas possible. Je vais me mettre à pleurer. Puis, je ne peux pas infliger ça aux jeunes. » Et après la parole de cette enseignante, une gamine de 4e s'est levée, mais comme un diable qui sort de sa boîte. Et elle a dit aux adultes qui étaient là, « Mais de quel droit vous dites ça pour moi ? Moi, j'ai envie qu'on me parle du monde. Moi, j'ai envie qu'on me dise qu'il y a des enfants soldats. Je ne savais pas trop, on m'en avait pas vraiment parlé. Moi, je veux qu'on m'en parle. » Ça m'est resté, cette anecdote m'est restée comme quelque chose de très, très fort. Et d'ailleurs, dans l'analyse de la pièce, alors je vous renvoie à l'analyse que j'en ai faite dans mon 2e volume, parce que je ne peux pas développer, mais il y aurait une erreur de mise en scène à faire terrible. Mais quand on analyse la pièce, ce n'est pas possible. C'est le récit diffracté de l'infirmière qui a accueilli Elikia, qui fuyait, qui ne voulait plus être enfant soldat, qui a voulu sauver un enfant qui lui rappelait son frère. Le petit enfant, le jeune garçon, va s'en sortir. Elle va finir par mourir. L'infirmière de l'endroit où ils sont arrivés tous les deux a trouvé le cahier d'Elikia, et témoigne devant un tribunal dont on ne sait rien, il n'intervient pas, le tribunal n'a pas de parole dans la structure de la pièce, et j'ai vu une analyse qui disait
que cette parole, que le tribunal, c'était le public. Or, pour moi, d'abord, c'est une erreur dans l'écriture de la pièce, quand on l'analyse, mais je ne peux pas le démontrer ici. Et ensuite, Suzanne Lebeau, quand j'en ai parlé avec elle, elle me dit, mais surtout pas. Si on prend les adultes à rebrousse-poil d'une réaction qui, par ailleurs, est normale chez eux, ils se sentent coupables du monde qu'ils donnent aux enfants. Donc, se sentant coupables du monde qu'ils donnent aux enfants, ils vont rejeter la pièce. Or, elle dit, moi, c'est une pièce militante. C'est une pièce pour dénoncer. Mais enfin, c'est pas seulement pour dénoncer, c'est une pièce aussi d'empathie. Enfin, c'est une pièce de témoignage. Il y a plein de choses dans tout ça. Et donc, elle ne veut surtout pas que la mise en scène déstabilise l'adulte. Et dans l'écriture de la pièce, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Mais bon, je ne le développe pas. Alors, en forme de conclusion, il me reste combien de temps ? Une seconde. Bah, alors, on va dire 1 minute. Je vais le convertir en 1 minute. Alors, j'espère vous avoir montré que tout ça est d'une grande richesse esthétique, grande richesse du récit théâtral, de la manière de raconter. J'espère vous avoir convaincu aussi du fait que les auteurs peuvent dire le meilleur de la mémoire humaine, les quêtes qui réussissent, mais aussi le pire. Mais j'y insiste, sans désespérer, je rajouterai d'ailleurs ni ennuyer. Je trouve ça intéressant, le rapport à l'ennui. Je remets ça entre parenthèses. Donc sans désespérer ni le lecteur, et j'ajoute, ni eux-mêmes. Hein, ça n'est pas rien. Et pour moi, c'est cette alliance qui fait la richesse thématique du meilleur des pièces jeunesse dans la relation à la mémoire. Et on le sent. Alors pourquoi ? Alors je vais aller à toute vitesse. Je vous renvoie au volume que j'ai laissé sur ma chaise, mais je vous le mettrai sur la table. Voilà. Voilà. Vous irez regarder tout ça. J'ai développé une approche parce que dans le domaine du théâtre jeunesse et jeune public, il y a eu toute une phase très militante, parce que non seulement fallait se battre pour que ça soit reconnu aussi comme de la littérature, c'est-à-dire des textes, mais également comme des objets à monter, à mettre en scène. Donc la dimension militante était très forte, mais j'en ai vu très vite, personnellement, comme d'autres, j'en ai vu aussi les risques, ce que j'appelle les risques du précaré, auxquels, à mon avis, la littérature jeunesse n'échappe pas non plus toujours. C'est bon parce que c'est du théâtre jeunesse ou de la littérature jeunesse, donc voilà, puis on tourne en rond. Hein. Et donc, alors j'exagère, je caricature, hein, mais parfois j'entends un peu ça quand même. En tout cas, je l'ai entendu pour le théâtre. Donc, nécessité d'aller faire un travail d'analyse, prendre une loupe et aller regarder ce qu'il en est, et trouver des formes, et les analyser, et leur donner du sens. Voilà. Moi, j'ai été obligée d'inventer des mots par rapport à ce que je trouvais, parce qu'il y a une telle inventivité dans cette écriture qu'en dramaturgie, il n'y en avait pas. Même quand je me renseignais auprès de Jean-Pierre Agarthe, de Joseph Danan, j'en trouvais pas. Donc j'ai inventé les mots. Après, j'ai expliqué comment... Enfin, j'ai essayé de m'appliquer déjà à moi-même la nécessité de se poser des questions d'esthétique. Où est l'origine du beau ? D'où vient le rapport à la beauté ? Donc, d'un point de vue esthétique, en théorie de l'esthétique, comment se construit le rapport à la beauté ? La chose que moi, je valorise beaucoup, c'est la notion de détour. Pour moi, le rapport à l'enfance pour l'auteur, comme d'ailleurs après pour le lecteur et le metteur en scène, c'est une forme de détour pour regarder le monde par le biais d'une fiction en soi, parce qu'on ne redevient pas enfant, mais par le biais de la fiction en soi de l'enfance et de la jeunesse. Quand je dis enfance, je veux dire jeunesse, hein, tous les âges. Hein. Une approche éthique, ça m'est venu quand j'ai commencé à me formuler que tous ces auteurs jeunesse que je rencontrais, je les trouvais vraiment bien. Je voyais de belles personnes. Je ne voyais pas d'ego démesuré, de posture, de choses insupportables comme on en voit parfois dans le théâtre, parce qu'il faut le dire. Oui, il y a de l'ego démesuré. Ben, je ne voyais pas ça. Et donc, je me suis interrogée là-dessus, puis j'en ai tiré une notion. Alors, c'est lié à ce que Deleuze et Guattari ont appelé le bloc d'enfance, que Bachelard appelait les noyaux d'enfance. Et ça, je ne peux pas développer, mais j'en ai tiré l'idée que tout ça développe cette relation par le détour de la fiction de l'enfance, construit une forme de théâtre modeste. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Et moi, les pièces où l'adulte est en surplomb par rapport à l'enfant,
auquel il veut faire passer un message et transmettre une leçon, moi, ça, je fuis. Et puis la dernière approche, même si parfois, bien évidemment qu'il peut y avoir du message, mais si c'est tellement visible, sensible, qu'on perd le détour, ben c'est sans intérêt. Hein, c'est plus une œuvre d'art. Et puis la dernière approche, et je ne l'ai pas formalisée tout de suite, je me suis rendu compte à quel point toutes ces écritures portaient des réflexions philosophiques. Et j'ai mis du temps avant de me le dire, parce que j'avais l'impression que j'allais un peu trop loin, que j'étais un peu trop militante, mais en fait c'est une réalité. Et pour résumer très très vite, c'est ce que vous voyez en bas, moi j'ai beaucoup lu Clément Rosset, que j'aime beaucoup, et la notion de joie liée au tragique chez Clément Rosset me paraît complètement correspondre à ce que je vois et à ce que j'aime dans ses écritures. Et je vais finir par ceci, pour vous donner envie d'aller voir de près quelqu'un, j'aime bien cette image de lui, malicieux, c'est un auteur anglais, Mike Kenny, qui a écrit des pièces extraordinaires. C'est l'auteur de l'intergénérationnel, mais un intergénérationnel qui n'est pas, là aussi, dans la morale, dans la leçon et tout ça. Et en particulier, dans Si j'étais grand, il y a une pièce qui s'intitule L'oubliance, dans laquelle on a un vieil homme en EHPAD, ou quelque chose comme ça, qui croit qu'il est redevenu enfant. Et la notice didascalique de Mike Kenny, c'est « Il faudra faire jouer ce personnage par un jeune enfant ». Vous voyez les abîmes que ça ouvre en termes d'interprétation, c'est une pièce fabuleuse. Toutes ces pièces sont avec des échos entre le grand-père, le petit-fils, avec un prénom qui est le même ou presque le même. Enfin, c'est un jeu permanent sur la transmission. Hein. Et il a commencé à écrire du théâtre pour les jeunes très tard. Je vous remercie.